Très heureux de vous retrouver à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau bonjour d'Algérie qui va un peu être, on va dire, préparatif du mois de Ramadan qui va commencer, Inch'Allah, le samedi prochain. L'occasion, bien sûr, de se préparer et convenablement d'une manière, de plusieurs manières. Alors, la première manière de se préparer pour le mois de Ramadan, c'est déjà en bonne santé. Nous allons recevoir le docteur Messaoudi Zoher, qui est néphrologue et qui viendra nous parler d'abord du jeûne et de la déshydratation et aussi des reins qui souffrent. Et il va nous expliquer pourquoi, durant le mois de Ramadan, mais aussi tous les jours, ce sont tout ce qu'il faut faire, tout ce que l'on doit faire plutôt, pour justement passer le mois de Ramadan en toute quiétude. De la deuxième partie, on parlera bien sûr du commerce, qui est très important puisque les marchés, les produits de première nécessité sont sur les étalages et on essaye de préparer convenablement aussi le mois de Ramadan et les emplettes que l'on doit faire. Le directeur du commerce, Sidali Mendes, viendra nous en parler. Enfin, on fera un petit tour chez nos amis les notaires. Et oui, c'est un métier pas très médiatisé, mais qui est très important, surtout avec les deux jours de formation qu'ils ont qu'ils ont organisé plutôt à la nouvelle ville de Constantine. Et le maître Abdelmoumen Abdelouhab viendra nous parler de ces 2 journées de formation avec un objectif spécifique. On en parlera dans le troisième débat de ce Bonjour d'Algérie qui va commencer comme à son habitude avec une petite balade aérienne sur la ville de Constantine avec la voix du maestro Allah yarhamou Mohamed Al-Fergani, mais aussi de belles images et surtout qu'il fait beau aujourd'hui. On annonce une météo d'un peu plus de 20 degrés à travers le territoire national. C'est pratiquement le printemps avant l'heure. قدمت على الموت قدمت على الموت. Voilà, j'espère que la balade vous a plu, mais on ne va pas parler de Constantine, mais plutôt de néphrologie et de maladies rénales. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que le mois de Ramadan est là, comme on jeûne un peu plus de 12 heures par jour, donc ce qui fait qu'on ne peut pas prendre d'eau, donc les reins peut-être sont un peu malmenés. Zoher Messaoudi, néphrologue, bonjour d'abord. Marhaba bik. Bonjour Smaïl, merci pour l'invitation. C'est la moindre des choses. Alors, dites-moi d'abord, c'est vrai qu'on en parlait un peu en off, la néphrologie, c'est pas vraiment une spécialité très connue ni médiatisée. Est-ce que vous êtes pénalisé pour ça? Pourquoi? Au contraire, c'est une spécialité toute récente, c'est presque la toute dernière des spécialités. On commence à enseigner la néphrologie chez nous au début des années 90. Donc c'est récent, c'est une trentaine d'années. C'est récent, voilà. Il y avait une priorité ou une urgence, c'était comment faire face devant l'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire la dialyse, comment prendre en charge des malades dont les reins ne travaillent plus. Mais au jour d'aujourd'hui, on est penché vers la préservation plutôt, et la prévention contre l'insuffisance rénale. Surtout la prévention. Donc on peut éviter, si on prend en charge les maladies rénales. Alors, c'est vrai que je disais, on va jeûner pendant 12 heures, un peu plus, ce qui fait qu'on ne peut pas prendre d'eau. Déjà, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la déshydratation. Et la déshydratation, c'est une question très importante durant le mois de Ramadan, surtout chez les sujets âgés et les sujets porteurs de plusieurs maladies. Alors on va commencer par les personnes âgées d'abord. Les personnes âgées, si vous me permettez, avant le début du mois de Ramadan, il est important de savoir l'état des reins de ces patients avant de décider est-ce que le jeûne, ils peuvent faire le carême ou non. Pour les sujets âgés dont la fonction rénale est optimale, ils peuvent faire carême. Et il y a des conditions et certaines règles à respecter faciles pour passer le mois de Ramadan en toute tranquillité. Mais selon vous, on doit d'abord aller chez le médecin pour
Si un peu prendre l'état, de faire un petit constat avant de jeûner d'abord, parce que les personnes âgées doivent avoir l'aval du médecin. Exactement. Smaïl, la maladie rénale, c'est une maladie silencieuse. C'est une maladie, il y a très peu de signes. Durant les premiers stades, elle commence à s'exprimer au stade avancé de la maladie. Ouais. Bah, comme pratiquement toutes les maladies Voilà. que l'on est en train de découvrir, c'est que c'est après que l'on se rend compte qu'on est malade. Et l'intérêt, c'est dans le dépistage, c'est-à-dire, c'est à nous de partir rechercher si ces patients sont atteints de maladie rénale ou non. Les sujets âgés, généralement, déjà, il y a le facteur âge, il y a le facteur maladie chronique, comme le diabète, l'hypertension. Ces deux maladies sont les premières causes de la maladie rénale qui donnent par suite l'insuffisance rénale. Alors, vous parlez d'abord d'hypertension artérielle. Voilà. Alors, la HTA, pour nous, c'est quand on est malade, quand on a la tension artérielle. Chez nous, on dit la tension avec la tension. Quand on a une hypertension, on va chez le cardiologue. Oui, si on revient à la physiologie. Oui. La physiologie, le rein, c'est l'organe qui régule l'hypertension artérielle via deux mécanismes. Un système hormonal, c'est un système rénine-angiotensine, et la régulation des liquides dans l'organisme. C'est-à-dire le rein, au jour d'aujourd'hui, est considéré comme le centre régulateur de l'hypertension artérielle. Ce n'est pas la maladie cardiaque. D'accord. Donc, il vaut mieux voir les deux que seulement le cardiologue. Le passage chez le néphrologue pour l'hypertension, il a un intérêt diagnostique et un intérêt de suivi. C'est normal, la collégialité dans la prise en charge de l'hypertension artérielle est tout à fait normale. On peut avoir un hypertendu diabétique, obèse, avec une maladie rénale, une malformation. C'est ça. La médecine moderne, c'est une médecine de collégialité et de prise en charge personnalisée. Chaque malade a un profil qui nécessite une approche adaptée à son cas, bien sûr. Et il ne faut pas hésiter à aller voir plutôt plusieurs spécialistes. C'est pas au contraire, quand on a surtout les organes nobles, comme le rein, qui est très noble. C'est lui qui fait le plus grand nombre d'opérations au quotidien. Je ne sais même plus combien de fois il filtre. Si on peut synthétiser le rôle du rein dans le corps rapidement, voilà, quelques mots. Si on revient aux fonctions du rein, c'est d'abord, il filtre le sang, 180 litres, c'est-à-dire à peu près 35 cycles par jour. À travers ces cycles, il élimine les déchets, il régule les liquides dans l'organisme, il sécrète des hormones. Le système rénine-angiotensine, l'érythropoïétine, l'hormone qui fabrique les globules rouges, et le calcitriol, c'est la vitamine D activée qui rentre dans l'absorption du calcium et la solidité ou la bonne santé de nos os. Voilà. Donc on voit quand même l'importance du rein dans tout ce qui se fait au quotidien, parce que si tout l'eau que l'on a dans le corps passe par le rein, et en plus il est tout petit. Il est petit, il est silencieux, il est très important. Ouais. C'est à nous de parler de cette fonction rénale à travers les médias lourds, à travers les réseaux sociaux. Alors, dites-moi, c'est-à-dire c'est la culture communautaire et culture générale. Les gens doivent avoir le réflexe du rein, partir chez le néphrologue, voir l'état des reins. L'organe silencieux est très important pour il faut différencier entre l'urologue et le néphrologue, alors que ce sont deux spécialités très proches, mais chacune prend en charge. Oui, la néphrologie, c'est une spécialité médicale. Et le rôle principal, c'est de préserver la fonction rénale. L'urologie, c'est une spécialité chirurgicale principalement. C'est surtout la chirurgie des voies urinaires. Voilà. Ouais, c'est juste pour faire la différence, parce qu'on confond. On confond entre... Parce que quand le rein, oui, le rein, on va peut-être chez l'urologue. Alors, c'est pour faire la différence. C'est comme le gastro, la maladie du tube digestif, et les chirurgiens, c'est la chirurgie du tube digestif. Voilà. Alors, pour prendre soin de nos reins, quelle est déjà la première chose, le premier réflexe à avoir? Le premier réflexe, c'est de savoir l'état de nos reins. D'abord. Est-ce que le rein fonctionne bien? C'est le passage chez le médecin de famille ou un néphrologue, pas forcément un néphrologue, même le médecin généraliste de famille.
Il peut vous consulter, voir et donner un résultat. S'il a besoin d'autres éléments pour diagnostiquer, pour faire un diagnostic, il peut faire appel au néphrologue, pas de souci. Alors, si on a une bonne créatinine, ça veut dire que ça va? La créatinine... Ou c'est un indice seulement, un indicateur? Smaïl, une créatinine, un chiffre suspendu, il ne donne pas beaucoup. C'est ce que j'allais dire, voilà. Il ne donne pas beaucoup d'informations. Exactement. Il faut toujours la créatinine l'exprimer en clairance. Exemple, un jeune de 18 ans et un sujet âgé de 80 ans, une créatinine 15-15, la clairance, elle est différente. C'est-à-dire, quand la clairance, c'est-à-dire le sang épuré par unité de sang, ou le volume de sang filtré, il y a une diminution physiologique de la fonction rénale, un vieillissement rénal. C'est-à-dire, ça, c'est le réflexe pour adapter les doses, pour donner pour la diététique, combien on doit manger de sel, combien on doit prendre d'eau. Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on doit diminuer de dose? Est-ce qu'il y a des médicaments qu'on doit rajouter pour préserver mieux la fonction rénale? C'est ça. On revient toujours à la médecine personnalisée. C'est au cas par cas. C'est ça. C'est que chacun a un profil particulier. Il ne faut pas prendre le même traitement qu'un autre parce que lui, il est bien. C'est un traitement qui convient à un malade qui ne peut ne pas me convenir à moi, autre malade. Exactement. Les sociétés savantes ont élaboré une liste de malades qui peuvent développer une maladie rénale, qui sont essentiellement les diabétiques, les hypertendus, les sujets âgés, les sujets obèses, surtout. Les sujets avec histoire familiale de maladies du rein, certaines maladies immunitaires, et j'en passe. Ces malades, ils doivent contrôler leur rein annuellement, avec un dosage de la créatinine en donnant un résultat en clairance, pour placer la maladie à un stade les 5 stades évolutifs de la maladie, la recherche de protéines dans les urines, la présence de protéines dans les urines témoigne du début de lésion endothéliale, c'est-à-dire le rein commence à être endommagé. Voilà, et une échographie rénale pour voir l'état, la taille, la forme, est-ce qu'il y a un obstacle. Alors, ça reste un diagnostic assez facile. Voilà, assez accessible, mais il faut quand même le faire. Il faut inciter les gens à partir voir l'état de leur rein. C'est très, très important. C'est important. Alors, le mois de Ramadan est là, donc il faut aller voir au moins comment on est. Un petit constat, on peut faire des analyses, comme on dit, un bilan biologique pour voir un peu l'état du cholestérol, de la créatinine, faire un petit round-up, voilà, pour voir ce qu'il y a. Et après, les bonnes choses à faire, d'abord le sel. Je crois que c'est limité, le sel. Le sel, c'est l'ennemi numéro 1 de nos reins. Mais on en a besoin dans le corps. On en a besoin, mais l'excès de sel. D'accord. Comme toute chose, il faut être modéré. Modéré. Nous, durant le mois de Ramadan, le plaisir de manger, alors on tombe dans l'excès de sel, de sucre, produits transformés. Et là, on met nos organes à un travail supplémentaire. Alors, il faut comprendre que tout ce qui est saturé, c'est un travail supplémentaire, et pour le foie, pour les reins, pour tout. Les deux filtres de l'organisme, le foie et le rein. Oui. On revient toujours, le sel, 9 grammes de sel retient 1 litre d'eau. Si on mange 20 grammes, 30 grammes, avec des reins qui ne fonctionnent pas très bien, on se retrouve avec des œdèmes. Eh oui. Le gonflement des jambes témoigne de l'incapacité de nos reins à éliminer l'excès de sel. À faire leur boulot. Exactement. Alors que le sel, il faut éviter, il faut modérer. Les recommandations, c'est 5-6 grammes par 24 heures. 5-6 grammes par 24 heures, c'est quoi à peu près? C'est une cuillère à soupe, une cuillère même une cuillère à café. Un peu plus, voilà. Un peu plus. En moyenne, on va dire une grosse cuillère à café, mais pendant toute la journée. En 24 heures. En 24 heures. En Ramadan, on mange un seul repas, un repas et demi. Un grand repas. Un grand repas et un petit repas. Voilà, exactement. Alors que je trouve que c'est une occasion pour réguler l'organisme, notre organisme, durant le mois sacré. Et surtout que le mois sacré est là, c'est une bonne opportunité pour réapprendre de bonnes habitudes. Exactement. Par rapport à la néphrologie, cette année, le mois sacré coïncide avec la journée mondiale du rein. C'est une bonne chose. C'est le 13 mars. Le 13 mars, voilà, c'est la journée du rein. Et c'est une occasion, ce mois sacré, pour sensibiliser sur l'intérêt de la préservation de la fonction rénale, la culture en matière de maladies rénales,
Il y a des pays qui ont fait le pas par rapport à la prévention et ils arrivent au sport scolaire. Il faut que l'enfant soit conscient et, sur l'intérêt de la préservation et le rôle du rein dans l'organisme. C'est vrai que les enfants sont un excellent courant médiatique, on va dire, voilà, parce qu'ils sont là pour transmettre les informations et puis surtout pour réveiller leurs parents, parce que les enfants sont quand même des gens très réceptifs. Ils influencent très bien. Ils sont très bien. Alors là, on a parlé, le sel modéré, ça veut dire que manger, mais avec... Pas d'excès. Pas d'excès. Pas d'excès. Alors, Il faut dire la chose simplement, voilà, pas d'excès. Pas d'excès, ما تزيدش الملح. Déjà, شي اللي فيه كي يكفيه. Voilà, il faut fromage, éviter. les olives, ça c'est... Voilà, donc il faut modérer la prise de sel. De sel. Secondo, l'eau. Alors l'eau, c'est vrai que durant le mois de Ramadan, on ne sait même plus, on savait que... On ne peut pas dire aux gens de boire 3-4 litres le soir. On ne peut pas. Je pense que c'est prendre une bouteille, 1,5 litre, c'est excellent. Et durant toute la soirée, c'est pas... L'Éden, il prend 2 litres d'eau. Ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien. Voilà. Et puis il faut dire qu'on n'est pas comme... c'est pas un réservoir que l'on remplit et qui se distille. Là, au contraire, quand on prend une grande quantité, on fatigue un peu le corps. On fatigue et c'est pas bien. La bonne habitude, c'est de prendre par gorgée, c'est ça? Par gorgée, doucement, doucement. Les gens qui font tarawih, ils partent avec une bouteille à la main. Il y a même des mosquées qui distribuent maintenant de l'eau, voilà. Et puis partir doucement, doucement. Pour toute la soirée, je pense qu'on arrive à l'aise à terminer la bouteille. Et il ne faut pas qu'on soit fixé sur il faut 2,5 litres, 3,5 litres. Ça ne marche pas. Oui, c'est vrai qu'on a très peu de temps. Voilà. La soirée est assez courte. Là, on est au printemps. Enfin, ça va. Bon, on ne jeûne pas beaucoup, mais ce n'est pas jusqu'à 20 heures. Les températures sont assez agréables. Voilà, et il n'y a pas beaucoup de chaleur, et ça aide. Très bien. Alors, comment les deux, l'eau et le sel, mais comment aussi, quels sont aussi, pour protéger les reins, c'est aussi l'excès de protéines. Il faut manger des protéines modérément aussi. Modérément, pour les gens qui ont une fonction rénale normale ou des reins qui fonctionnent bien, il faut manger le plus normalement du monde. Il y a une tradition, il y a de la générosité durant le mois sacré, mais l'excès n'est pas bon. Pour les gens qui ont une maladie rénale et débutantes, qui peuvent faire le carême, il faut modérer la viande. C'est-à-dire ne pas manger la viande, c'est pas possible. La viande rouge? La viande rouge ou blanche, ou pour le poisson, ça reste des viandes. Même l'œuf? Bien sûr. Donc il faut modérer. La recommandation, c'est 0,8 grammes par kilo et par jour. Alors 0,8 grammes, c'est... Par kilo par jour. On a une cinquantaine de grammes, voilà. Et 100 grammes de viande ne contient pas 100 grammes de protéines entre nous. Oui, bien sûr. On ne le dit pas pour... c'est 30 grammes. Hein. Oui, mais il faut aller doucement. Voilà, l'idée c'est ça. Voilà. Les sauces, on peut prendre les sauces, c'est un bout de viande, une boulette ou un morceau occasionnellement. Occasionnellement, ça va être difficile durant le mois de Ramadan. Non, le morceau, je parle. C'est vrai qu'on a... C'est vrai, Ismaël, entre la viande blanche et rouge, comme si la viande blanche, c'est des légumes. Non, c'est la question qui me revient tous les jours, 3-4 fois. La viande, il faut modérer. Et le poulet, je peux prendre... C'est des protéines aussi. Voilà. Mais bon, je ne sais pas, on parle beaucoup, les diététiciens privilégient la viande blanche à la viande rouge pour la consommation. Alors, bon, c'est vrai qu'elle est meilleure, elle est moins protéinée, mais elle est là aussi. Des protéines. Ça ne veut pas dire qu'on doit manger un poulet tout entier. Il faut prendre des petites quantités. Une personne qui a pris toute sa vie de la viande rouge, elle ne peut pas prendre le poulet. Oui. On doit jouer sur les quantités de la viande rouge. On ne peut pas la priver de toute viande. Hein. Ouais. Alors, docteur Msodi, c'est vrai que tout au long quand on fait le programme de la semaine, c'est vrai que la viande rouge, normalement, c'est 1 fois, maximum 2 fois par semaine. Exactement. Même, il y a la santé rénale, la santé du tube digestif. C'est un tout. C'est un tout, les vaisseaux, le cœur, voilà. On a la chance d'avoir beaucoup de légumes, mais qu'on ne sent pas beaucoup. Le meilleur régime, c'est le régime méditerranéen. On a les meilleurs légumes, les meilleurs fruits, le soleil. Le soleil, le Détroit. Ouais, l'huile d'olive, le citron, tout. Alors,
Là c'est les 3 recommandations que l'on donne. Donc, pas d'excès de protéines, éviter le sel au maximum, Modérer le sel, modérément, modérer. Et il faut boire suffisamment. Voilà. Voilà la formule. Oui, je crois suffisamment. Suffisamment. Ils disent il faut bien boire. شرب مليح. Mais du coup, il y a des gens qui ne boivent pas, ils ne sont pas avec le besoin de boire. Mais il y a le réflexe visuel aussi, il faut mettre la bouteille, la terminer. Alors pour les personnes âgées, je crois que la recommandation que l'on donne, c'est surtout prendre de l'eau même quand on n'a pas soif. Exactement. Essayer de réguler. Vous savez, il y a des applications, c'est bien. Justement, c'est excellent. On peut s'aider d'applications. Bien sûr, on peut utiliser l'application. Chaque 2 heures, on peut prendre un verre ou chaque 1 heure. Ça dépend des heures autorisées. Entre 19h et 5h du matin, avec le sommeil, on peut faire chaque 2 heures 2 verres ou 1 verre et demi. Et l'obsession de terminer l'ESM, on termine la bouteille, non. Non, mais l'ESM. Il faut bien boire, voilà, c'est ça Et je crois bien boire, c'est régulièrement avoir de petites quantités. Exactement. Voilà, ne pas laisser la bouche sécher. C'est important parce que on rappelle aussi, je me permets de rappeler que quand on a soif, c'est déjà un cri d'alerte. On est déjà au début de la déshydratation, c'est ça. Exactement. Et puis, rester debout en cuisine plusieurs heures pour nos mamans, ça c'est aussi beaucoup. La chaleur, elle entraîne la déshydratation. Alors, il faut passer à l'autre chambre. Oui, il ne faut pas rester beaucoup dans la cuisine. Exactement, oui. La cuisine climatisée, d'accord, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident, surtout durant le mois de Ramadan. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que pas Bouna, Smaïl. La chaleur, elle donne soif. Voilà, exactement. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner aussi comme recommandation aux jeûneurs avant le mois de Ramadan? Avant le mois de Ramadan, le message qu'on doit passer, c'est que durant le mois de sacré, pour passer un bon Ramadan, pour les gens qui ont une maladie rénale, c'est d'abord d'avoir une idée précise, actualisée sur la performance du rein. Et puis, s'il y a nécessité de ne pas jeûner, il faut revenir à la décision du médecin. Sinon, pour les gens jeûneurs, il faut y aller doucement en matière de protéines et de sel, et bien boire, et passer un bon Ramadan. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, de la marche. J'allais dire, la pratique sportive, voilà, l'exercice. Ça, c'est important. Le sport de performance, je ne pense pas avant le... Pas de marathon. Voilà. Même un semi-marathon, ce n'est pas la peine. Mais une petite marche après le ftor, je pense que ça aide à la digestion et à la bonne santé d'une façon générale. Et avant le ftor? Modérément, une activité... Modérée. Voilà, il ne faut pas aller dans Non, il ne faut pas y aller dans l'excès, ça n'a pas de sens. Dans le but de perdre des kilos, je ne sais pas. Les idées, chacun a une idée dans sa tête. Vous savez, les sportifs nous recommandent pour perdre du poids, c'est de faire un peu d'exercice avant le ftor. C'est pour une question de déshydratation, c'est pour ne pas avoir trop soif, parce que si faire du sport durant la journée, ça peut quand même demander au corps de faire des efforts un peu supplémentaires. Donc c'est pour ça qu'on privilégie l'effort physique en fin de journée, juste avant la rupture. Oui, c'est ça l'idée du sportif. Mais légèrement. Légèrement, sans excès, sans effort, pour ne pas tomber dans le versant de l'hypoglycémie, de la déshydratation. La déshydratation, c'est les pics, c'est l'hypertension. Oui, ça a été... Et l'hypertension, c'est maintenant, il faut insister, on doit se rendre chez un néphrologue pour avoir une idée sur l'état des reins. C'est bien d'aller chez le cardiologue, c'est oui. On ne conseille pas d'éviter les cardiologues. Non, il faut aller chez le cardiologue, mais aussi avoir une idée sur l'état des reins, parce que c'est la fonction principale du rein. Bien sûr, la médecine moderne, c'est une médecine de collégialité. Ça c'est important. Voilà, c'est voir plusieurs spécialités. Voilà, le néphrologue, le cardiologue, le diabétologue, l'interniste, les médecins, le réseau de soins. Le réseau de soins. Alors, juste avant de terminer, on rappelle d'abord que le 13 mars, c'est la journée mondiale du rein. Le 13 mars, donc ça sera... Un jeudi. Un jeudi. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Je pense qu'il y aura peut-être des campagnes de dépistage durant cette journée, mais on recommande aussi peut-être aux sociétés médicales de faire des campagnes de sensibilisation, parce que c'est important. Exactement. Cette année, c'est le 20e anniversaire de la 20e journée mondiale du rein depuis 2006.
Et le slogan de cette année, c'est détecter la maladie précocement dans le but de protéger la fonction rénale. L'occasion de la journée mondiale du rein, c'est la rencontre, c'est les colloques, c'est les conférences et c'est la collecte des fonds pour les associations. Il faut que ça a commencé et on a besoin de faire plus d'écho en matière de sensibilisation de la maladie rénale chronique, qui est classée parmi les priorités de santé globale mondiale, avec le diabète, l'hypertension, la maladie cancéreuse et l'insuffisance respiratoire. Un défi des années à venir, une maladie silencieuse. On doit travailler tous pour sensibiliser, pourquoi pas instaurer un programme de prévention nationale dans le but de préserver cette fonction rénale et de préserver la santé individuelle, collective et à la bonne santé des caisses d'assurance maladie aussi, pour l'économie de santé. Il faut penser d'un point de vue économique, parce que ça coûte très cher. C'est une vraie économie de santé, la néphroprotection. Oui, il faut rappeler que la dialyse, qui est le dernier stade de la maladie du rein, 5, oui. C'est quand même une catastrophe sur le point de vue médical, mais aussi financier. C'est un fardeau pour le patient, sa famille, et sur le plan économique de santé aussi. Hein. Voilà. Donc il faut prendre soin de ses reins. Exactement. Je profite de l'occasion pour souhaiter bon Ramadan tous les Algériennes et les Algériens. نقول لهم Ramadan Karim لكل الشعب الجزائري العظيم. Voilà. Merci beaucoup, docteur Zoher Messoudi. Je rappelle que vous êtes néphrologue et que vous nous avez accompagnés ce matin pour nous parler de tout ce que l'on doit faire pour prendre soin de nos reins. Merci beaucoup. Merci à vous. Ramadan Karim, Inch'Allah. Bien aussi à tous ceux qui nous ont suivis. J'espère que les conseils ont été bons. Si on doit refaire, on refera. Peut-être probablement à l'occasion de la journée mondiale du rein qui est le 13 mars. Ça sera dans quelques jours. Mais c'est surtout pour les conseils du mois de Ramadan. Docteur Messoudi, merci beaucoup. Merci, à très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Là, je vous en prie, c'est la moindre des choses. C'est nous qui vous remercions pour nous avoir éclairés. Et puis, comme on reste un peu dans le 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution nationale, on reste un peu dans tout ce qui a trait à la Révolution. Et l'un des centres de torture, malheureusement et tristement, funestement célèbre à Constantine, c'est l'affaire Maméziane. Et c'était au centre d'une conférence à la bibliothèque Mousfanator de Constantine. Et notre consoeur Amina Batouche était présente pour nous relater les faits et surtout revenir sur un triste lieu de mémoire. محكوم عليهم بالإعدام لمدينة قسنطينة. مزرعة أمزيان اللي هي مزرعة ما نقدروش نحيوها من المسار الكفاح في مدينة قسنطينة. المزرعة هذه اللي هي كانت مزرعة لعائلة بن حمادي، واللي في 58 السلطات الفرنسية اداتها ورجعتها مركز تعذيب ولا يسميوه كخا، Centre de renseignement et d'action، اللي كان يشرف عليها لو كوموندون غودي، اللي كان سفاح، وكان في هذه المزرعه هذه كل انواع التعذيب اللي يعرفوها ويستعملوها. وهاد المزرعه هذه عملت حوالي 4 سنوات وهي تقمع في الشعب الجزائري. كان يقودها الكابتن غودي، وهذا الكابتن غودي عنده عدة فرق نتاع التعذيب، منها يقولوا هذا روجي لو بواتو هو كان يهودي، مولير، سالفيا، نذكر اساميهم خاطرك شهدوا كانوا ما عندهمش
الروح هذيك الإنسانية، كانوا وحوش بمعنى الكلمة. ولما نقول التعذيب، الشيء اللي الشعب راهو يسمع فيه، الجيل نتاعكم والأجيال الكاملة نتاع الاستقلال إلى يومنا هذا، التعذيب يقولوا الماء والتريسيتي. في حي مزيان ماهيش الماء والتريسيتي فقط. بالنسبة للتعذيب للرجل أو المرأة يخليوه كما خلقت أمه. ممكن ما زالت موجودة هذا، يعلقوا المرأة من يديها ولا من رجليها بالنسبة للرجل ولا المرأة. ونتكلم عن المرأة خاطرش كنا شابات صغار في ربيع عمرنا. ما كفاش التعذيب نتاع لباسة تاع الماء ونتاع لاجيجين، يزيدوا يحرقوا ذاتها بالقارو نتاع الدخان بلا سيجاريت. تصوروا أي ما زالت كما يقولها لي تراس سور لي كور. كانوا قلت بالنسبة للأطفال الصغار لما يروحوا يحوسوا على فداي مجاهد مسبل ما يسيبوش، يرفدوا بنو ويجيبوه. علاه؟ بيحتموا على الوالد نتاعو يرندي ويجي. ولكن الشجاعة نتاع الأحرار الجزائر كان يفرط في ولده. والولاد كيف كنا شو في السيلون، كنت في السيلول هكذا وحدها، طفل صغير في وقت اللي يجيبوا لنا الجميلة، الولاد هذوك يكركروا في اسمه مع هذوك المعمرين اللي باها. شوفي يا الأخت، نتكلم على بشاعة التعذيب وما نقدرش نوصف لكم. ويبداو يهضروا لنا عمومنا وكل اخواننا بلي باباكم شهيد ومات في كما حنا نقولوا في لافير نتاع سيتي مزيان ومات تحت التعذيب. ومن بعد كاين الناس اللي معاه بعد بالشهاده تاعو. هذه الكلمه اللي هضرها سنا انا دائما توجعني في قلبي كي قالوا اسي احمد قر درك عداو 48 ساعه قر. هو كان عنده اسرار بزاف وما يقدرش راح يقول فلان خدم معايا ولا خدم معايا، بصح كاينين حوايج اخرين واسرار ما يقدرش يقر بهم. ما قالوا راك حتى يتم ولادك، قال لهم كنت دائما تفكر هاي، قال لهم من يتم ولادي ومن يتمش بلادي. Les lieux de mémoire comme ça, il faut bien, on ne peut pas oublier, on ne peut pas effacer d'un trait toutes les tortures qui ont été effectuées par les militaires français ici, surtout l'affaire Maméziane. Il y a beaucoup de documents, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur cette partie triste de l'histoire de Constantine combattante, mais aussi celle de l'Algérie. Nous allons revenir au mois de Ramadan qui est l'actualité puisque c'est dans quelques jours et nous recevons le directeur du commerce et de la concurrence et de la qualité, contrôle de la qualité, c'est ça. L'appellation exacte, c'est ça. C'est le commerce intérieur. Commerce intérieur, voilà, je me trompe un peu. C'est Ali Meddes Marhababik, d'accord. Et alors, Constantine, comme toutes les grandes villes, comme toutes les villes, comme toute la région, se prépare au mois de Ramadan. Oui. Le mois de Ramadan est un mois spécial pour toute l'Algérie. Oui. Si tout à l'heure on parlait de préparation en termes de santé, là on prépare en termes de ce qu'on va acheter. Alors, le mois de Ramadan, il y a une préparation spéciale. Qu'est-ce que vous avez effectué, vous, au niveau de la direction du commerce? Oui, vu l'instruction de Monsieur le ministre de l'Intérieur et Monsieur le Wali de la Wilaya de Constantine, le Ramadan, chez le commerce, la direction du commerce, c'est déjà 3 mois de préparation. Depuis le mois de décembre, il faut voir la chaîne de distribution, le programme de distribution de la marchandise de grande nécessité. Il faut voir le stock de sécurité des produits alimentaires. Il faut voir comment
en agiront s'il y a des perturbations, s'il y a de manque d'un produit à un autre. Il faut voir les prix appliqués avant Ramadan, pendant Ramadan et après Ramadan. Ouais. Tout ça, il faut faire tout un programme. Il faut faire des réunions de coordination avec les opérateurs économiques, les producteurs. Qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle est la situation du marché actuel. Il faut voir tout. Oui, alors c'est beaucoup de boulot, hein, c'est un tout. Bon, de prime abord, cette année, on n'a pas de tension particulière sur les produits de première nécessité comme la semoule, le sucre, l'huile de table. C'est vrai que cette année, ça va. Il y a même, je crois que vous prévoyez même les stocks de sécurité, tout ce qu'il y a. Oui, les autorités on prévoit une augmentation de production, surtout le semoule, avec une augmentation chez les semouleries de 20% par rapport à la capacité réelle. L'année passée, ça a commencé avec 40% de capacité. On arrive à 60% de capacité chez les semouleries privées, 100% pour les semouleries publiques. Donc, il y a une révision de la chaîne de distribution pour qu'elle soit homogène par rapport aux communes de la wilaya de Constantine. Il y a un stock de sécurité pour prévenir, on ne sait jamais des perturbations dans une commune à une autre. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à satisfaire la commande où on peut utiliser ces stocks de sécurité là où il faut. Donc l'huile de table, presque la même chose. L'huile de table, c'est un autre produit. On a d'autres intervenants, on a les artisans des gâteaux traditionnels, on a les c'est vrai qu'il y a une grande demande parce qu'il y a les zlabia, il y a les gâteaux, les pâtisseries, donc on consomme un peu plus de farine, de sucre, d'huile, de margarine, donc tout ça, il faut dire que vous avez pris vos dispositions pour qu'il n'y ait pas de rupture de stock. Exactement. Donc l'expérience de l'année passée, c'est aussi, elle est importante pour prévoir des mesures à prendre là où il y a des perturbations. Il y a aussi les autorités, le ministre de l'Intérieur qui a donné des instructions fermes pour prévoir toute procédure là où il y a des problèmes d'approvisionnement. Il faut signaler dans l'immédiat, il faut voir avec les wilayas proches, il faut voir là où il y a... il faut une solidarité un peu pour pallier aux besoins et à la demande qui est là. Alors, ce que vous prévoyez aussi comme chaque année, c'est l'ouverture de marchés, spécialement pour le mois de Ramadan, avec les prix, bien sûr, qui sont régulés pour éviter la spéculation. C'est surtout un combat contre la spéculation. Exactement. La spéculation, c'est les brigades qui ont mobilisé avec les services de sécurité. Donc là où il y a des espaces de stockage non déclarés, il faut intervenir. Là où il y a un stock non déclaré, il faut intervenir. Donc la sensibilisation des opérateurs pour ne pas tomber dans un cas où il y a un spéculateur. Donc vous savez, les sanctions sont un peu élevées. Sont lourdes. Donc il faut prévoir ça. On ne veut pas faire des sanctions comme ça à n'importe quel opérateur. Il faut qu'il s'intervienne d'une façon positive et non négative sur le marché. Tout ça, c'est important, surtout après 3 ans de la loi de spéculation, il y a un changement. C'est vrai qu'il y a un changement dans le comportement. Il y a moins de spéculation, il y a moins de rétention de produits, de marchandises de première nécessité, ce qui fait qu'il y a une profusion. Donc les gens, mais c'est vrai que les spéculateurs ont peur. Voilà, ça c'est bien. La réaction des opérateurs vis-à-vis de la loi de spéculation, jusqu'à maintenant, elle est positive. Mais
Bon, le risque zéro n'existe pas. Il y a toujours, c'est pour ça que vos brigades sont continuellement sur le terrain pour essayer de détecter toute suspicion de stock, qu'on va dire, de spéculateurs. Voilà. C'est ça le rôle de la cellule de veille pour veiller sur le marché, pour veiller sur la marchandise, le stock de sécurité. Il faut dire que la cellule de veille est continuellement en alerte, elle travaille tout le temps, pas seulement pour le mois de Ramadan. Exactement. Le mois de Ramadan, c'est un peu spécifique par rapport à la tension du marché sur le détournement des produits, exactement, le transport de la marchandise, le stockage de la marchandise, les quantités stockées, les quantités acquises des wilayas, d'autres wilayas, telles que l'huile de table. La wilaya de Constantine n'est pas productive. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas d'huilerie à Constantine, mais il y a Aïn Mlila, il y a Bijaya, il y a Annaba. Donc, il faut veiller sur tout ça. Sur l'approvisionnement, le stock, les quantités approvisionnées, la wilaya. La chaîne de distribution, il faut la contrôler. Le grossiste, il faut le contrôler. Le prix appliqué, il faut le contrôler. Tout ça, veiller sur la loyauté de la transaction commerciale. Alors, nous avons un petit reportage sur la sortie sur le terrain. Vous étiez présent aussi aux côtés des autorités locales qui ont rendu visite à un lieu, à un des marchés ouverts et surtout surveillé pendant, à l'approche du mois de Ramadan, avec bien sûr la disponibilité des produits de première nécessité. Notre consoeur Linda Chaban a accompagné cette commission conduite par le premier responsable de la wilaya. السعر مقنن فيما يخص الحليب إضافة إلى كمية معتبرة من منتجاتنا ومنتجات المجمع. عندنا باغ اكزومبل الزيت، سكر كونديسيوني، سكر فراك. لافونتاج في الموا تاع رمضان ديما تنقص البري للكونسوماتور. فريك العجائن التقليديه، البراج، مسمنات، فتات. احنا رافقناهم وان شاء الله راح نستفادوا من التكوين في اطار برنامج الاسره المنتجه، يعني يقدروا يسوقوا منتوجاتهم. المواطن يقدر يستهلك ويدي حاجه في كما يقولوها حاجه ماهيش غاليه. ثمن اسواق على مستوى ولايه قسنطينه، وكذلك قمنا بفتح بعض المحلات على مستوى بعض الاحياء او الاقطاب العمرانيه الكبيره، خاصه المواد واسعه الاستهلاك. Voilà, là c'est un marché dans un grand quartier, la cité Boudrassal, marché très fréquenté, et c'est pour ça que les autorités locales ont rendu visite. Mais c'est un échantillon, il y en a beaucoup à travers les quartiers de Constantine, mais aussi de toutes les communes voisines. Oui, c'est un des marchés de le mois de Ramadan. On a organisé, programmé 8 marchés au niveau des daïras de la wilaya de Constantine. Les intervenants dans ces marchés, c'est des opérateurs économiques productifs en priorité, parce qu'on peut veiller sur le prix d'usine. Oui, c'est le prix d'usine, on va dire. Voilà, au prix de gros. Le prix de gros, le prix d'usine pour que soit le citoyen confortablement par rapport au pouvoir d'achat, par rapport à la disponibilité aussi du produit. C'est des marchés bien administrés pour qu'ils soient aux objectifs de la consommation sur le mois de Ramadan. Pour l'instant, tous les 8 marchés sont ouverts aux citoyens.
Donc ça, on va dire que pour les produits de première nécessité, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de rupture, il y a ces marchés, mais aussi même chez les détaillants, les produits sont là. Ça, c'est le meilleur moyen de préparer le mois de Ramadan. Reste bien sûr les fruits et légumes, c'est aussi la même chose. Et les marchés sont, enfin, il y a tout ce qu'il faut, je pense. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de rupture. Donc là aussi, c'est un autre volet. Oui, le marché fruits et légumes, c'est un peu sensible, mais par rapport à l'approvisionnement, il est stable. Tous les fruits et légumes sont présents, sont disponibles, il n'y a aucun problème. Les prix toujours stables, quelques un ou deux produits, mais c'est pas méchant. Mais cette année, elle est confortable par rapport à l'année passée. Donc, on a un marché de gros, la wilaya de Constantine, on a d'autres marchés de gros. Qui sont très proches. C'est très proche, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il y a un autre à caractère régional sur la wilaya limitrophe du Mila. Donc, on n'a pas de problème d'approvisionnement sur les fruits et légumes. Alors, l'autre produit qui est consommé avec profusion durant le mois de Ramadan, alors qu'on demande de consommer modérément, c'est la viande. La viande, cette année aussi, vous avez pris toutes les dispositions, parce que l'État a insisté pour qu'il n'y ait pas ni de spéculation, ni de... Alors, qu'est-ce que vous avez? Quel est le programme pour l'approvisionnement en viande rouge et viande blanche? Donc, les viandes, on a deux types de viande, viande locale, viande importée. L'année passée, on a passé Ramadan avec un seul importateur. Cette année, on a 3 importateurs. Donc, il y a une concurrence sur le prix, malgré que les prix des viandes sont des marges réglementées, plafonnées. Voilà, c'est plafonné à 8% de bénéfices. Exactement, 8% pour les marchands de détail, 5% pour les marchands de gros et 4% pour les importateurs. Donc, c'est administré, c'est réglementé. Les quantités sont suffisantes. On approvisionne même les wilayas, d'autres wilayas limitrophes. Donc, on a 3 types de viande. On a les viandes arrivant de Brésil, les viandes arrivant de l'Espagne, soit ovines ou bovines. Donc, les prix de ce week-end, mais 350 dinars le kilo. Donc, pour la viande de bœuf, c'est quand même assez raisonnable. C'est raisonnable. Les viandes provenant du Brésil à 1100 dinars le kilo. Donc, par rapport au pouvoir d'achat, c'est bien. Donc, presque on maîtrise le prix et la quantité par rapport à l'année passée. Et puis il y a aussi le contrôle que vous effectuez pour ne pas que l'on vende de la viande d'importation comme produit local. Ça, c'est important de le dire. Oui. On a mobilisé presque 54 à 55 brigades sur les communes de la wilaya de Constantine. La chaîne de distribution, elle est bien définie. On connaît tous les boucheries qui ont acquis ou avoir... ceux qui ont l'intention de vendre ou ceux qui sont... Voilà. Exactement, les viandes importées. On a des brigades sur le territoire de la wilaya. Il y a toujours des rapports par rapport à ça, par rapport aux résultats du contrôle. Pour l'instant, les résultats sont positifs. Il n'y a pas de dépassement alarmant. Même si on sollicite bien sûr l'aide du citoyen en cas... bien sûr, de fraude ou attention, il faut avoir ce réflexe citoyen, ce n'est pas de la délation, il faut avoir ce réflexe citoyen d'appeler ou de se rendre à la direction du commerce pour attirer l'attention, bien sûr, des autorités. Ça, c'est important. Bien sûr, il y a le numéro téléphone spécial pour... Numéro vert qui est... Numéro vert, il y a toujours la cellule de veille pour voir toutes les plaintes déposées. On intervient dans la même journée s'il y a des problèmes dans n'importe quelle commune. On a des inspections dans les daïras de la wilaya de Constantine. Donc, on est bien implanté pour veiller sur le prix, les quantités qui approvisionnent le marché.
sur les surtout viandes. la viande, parce que la viande c'est un peu spécifique. Exactement. Et il y a surtout une aide de l'État, une subvention pour que ce prix soit au moins à la portée des bourses moyennes, du consommateur. Voilà. Il reste bien sûr, comme c'est le mois de Ramadan, il y a les pâtisseries traditionnelles, c'est nos zlabia, les makroud que l'on fait. Là, c'est aussi un des soucis, puisque vous donnez des autorisations temporaires seulement pour le mois de Ramadan, mais il y a aussi les tradis, dont c'est la fonction tout au long de l'année. Et là, c'est aussi un de vos cheval de bataille, je pense. Exactement. C'est le rôle des brigades de la répression des fraudes, surtout, avec une implantation sur l'ensemble des lieux là où il y a ce type d'activité. Donc, chaque Ramadan, cette activité, elle est un peu... Elle est florissante au mois de Ramadan. Voilà. Donc, par rapport aux autres mois de l'année. Oui, les autres mois de l'année. Donc, chaque année, on inscrit des infractions par rapport à la qualité de ce type d'activité. Il y a les trucs de l'hygiène, il y a le problème de produits, de matières premières utilisées, qu'elles soient saines par rapport à la santé du consommateur. On intervient par rapport au saisie, la distribution de tout aliment qui n'est pas conforme ou propre à la consommation. Donc, c'est important par rapport à tout ça. Et puis il faut dire que vos brigades ne chantent pas durant le mois de Ramadan. Il y a aussi les boulets que l'on confectionne à veau de l'eau un peu sur les trottoirs. Là aussi, c'est tout un travail qui est au quotidien, mais vous vous êtes préparé. Oui, avec la collaboration aussi des services de sécurité. C'est des marchands ambulants sur les trottoirs, donc il faut être prudent. Il faut renforcer les interventions par rapport à ça. Donc c'est des produits qui ne sont pas propres, sont exposés à la poussière, au soleil, donc ne sont pas propres à la consommation. Il faut intervenir chaque jour. Il y a même des brigades qui s'interviennent après les heures de travail parce que comme on dit, zlabia ou le bourek, après le ras, l'asr. Ah oui, c'est surtout en fin de journée. Oui. Voilà. Il y a aussi, il faut veiller sur les ateliers clandestins qui manquent beaucoup de conditions d'hygiène qu'on ne connaisse pas. Et c'est dangereux pour la santé. Il faut connaître aussi les matières premières, est-ce qu'elles sont saines pour la consommation. Tout ça, c'est programmé. Le travail est commencé, même cette semaine, dimanche. Donc, la préparation, elle est commencée chez les commerçants. Donc, on est là pour accompagner, et puis surtout que ça se déroule dans les meilleures conditions d'hygiène possibles. Exactement. Alors, l'autre aliment aussi qui est très prisé, c'est le lait. Oui. Le lait au mois de Ramadan, on en consomme. Est-ce que la laiterie de Constantine, je sais qu'il y a beaucoup de fabricants de lait en sachet, et puis les produits dérivés. Est-ce que là aussi, toutes les laiteries se sont préparées pour faire face à la grande demande, parce qu'on consomme beaucoup plus de lait? Exactement. On a 4 laiteries à Constantine, un peu étatique et public. On a fait beaucoup de réunions de coordination par rapport aux quantités, même avec M. Louali qui veille sur ça proche. Le lait c'est très important. C'est très important, surtout 2 jours ou 3 jours avant le mois sacré. Donc il y a une augmentation de quantité. Vu que la consommation augmente il y a une grande demande. Il y a une grande demande, il y a une tension sur ce produit-là. Les produits laitiers sont toujours disponibles pour l'instant. Il n'y a aucun problème d'approvisionnement, mais il faut veiller sur ça. On a prévu des augmentations de quantité. Sur l'ensemble des distributeurs sont mobilisés pour être
pour répondre à la demande. Voilà, répondre à la demande qui augmente 2 jours, 3 jours avant le mois sacré. Donc, on intervient, c'est là où il y a une perturbation dans chaque... Mais c'est surtout, il faut peut-être appeler le citoyen, parce que surtout qu'il y a une disponibilité du lait. À ne pas acheter la veille du mois de Ramadan 15 sachets, 10 sachets, c'est le meilleur moyen d'encourager la spéculation. Si on prend chacun 10 sachets et on les met au frigo, non. Il faut être quand même assez... Il faut être rationnel, il faut être logique en consommant des produits laitiers, surtout que le lait au sachet a une durée de vie, ne peut pas être stocké dans une période longue. Donc il faut le consommer le jour même ou après-demain, au maximum après-demain, dans 3 jours. Donc le stockage des produits sensibles est déconseillé. Donc, si on stocke dans une famille de 15 sachets, on a pris une part d'un autre. 3-4 parts même. On prive 3-4 familles de leur lait. Exactement. On provoque une tension, on provoque une perturbation. Les quantités deviennent insuffisantes. Donc, il faut rationaliser, il faut être... logique en consommant des produits sensibles, surtout les quantités sont bien déterminées, les quantités, on ne peut pas augmenter le jour même des quantités distribuées dans le marché. Donc, il faut le consommateur, il faut qu'il soit... il faut être vigilant, mais surtout rationnel. C'est la rationalité dans la gestion, surtout que le lait est un produit nécessaire au quotidien. Alors, si en plus on provoque des tensions, alors je ne sais pas, est-ce qu'on peut réguler? On ne peut pas réguler quand même, on ne peut pas demander à quelqu'un de prendre seulement un sachet, mais soyez raisonnable. Voilà. C'est tout. Je pense que c'est ça. Est-ce qu'il y a un autre volet qu'on n'a pas abordé? Je crois qu'on a fait un peu le tour de la question, mais s'il y a un autre... Il y a aussi, il faut voir la sensibilisation aussi, la consommation. Il faut pas il n'y a pas que le produit laitier qu'il faut rationaliser la consommation. Il y a les autres produits. On a vu que l'huile de table, au lieu d'en prendre une part, 2 parts, 3 parts, pourquoi prendre une part? Il y a la disponibilité du produit. Pourquoi acheter plus qu'on a besoin? Donc, il faut sensibiliser un peu le consommateur algérien pour qu'il consomme de justesse, modérément, et raisonnablement, c'est-à-dire prendre les quantités de la journée, de demain, pas plus. Ça aide le marché pour être toujours stable, ça aide le marché pour être... ça ne crée pas de rupture. Exactement, ça ne crée pas de rupture, et aussi pour arrêter les intervenants qui profitent de l'occasion pour faire des spéculations. Là, il y a un problème dans une commune, on va intervenir d'une façon négative. Donc, le consommateur joue un rôle très important en consommant logique. En consommant raisonnablement, logiquement, et surtout avec beaucoup de bon sens. Parce que d'abord, sur le plan santé, c'est bien de consommer de produits frais et non pas qui passent par le congélateur. Donc ça, c'est déjà, et surtout qu'un produit qui est stocké perd toutes ses vertus. Voilà. Alors, peut-être un dernier mot avant de nous quitter, Monsieur Sidi Ali Meddes. Ok, bien sûr. La sensibilisation, j'ai parlé beaucoup de la sensibilisation. C'est surtout ça. Même pour les opérateurs économiques, d'une année à une autre, il y a une intervention un peu positive pour approvisionner le marché. Il s'adapte bien avec les instructions de l'administration algérienne. Donc, un marché sain, c'est un opérateur positif et un consommateur positif. Voilà, c'est l'appel que l'on va lancer aux citoyens, c'est d'être raisonnable et surtout d'être positif et de penser aux autres et ne pas être égoïste. Il faut être un peu altruiste et penser à toute la communauté, consommer raisonnablement, acheter des petites quantités. Merci Monsieur Sidi Ali Meddes. Je rappelle que vous êtes directeur du commerce et du contrôle de la qualité.
bon, avec le commerce intérieur, on en parlera après, mais vous êtes responsable de ce secteur surtout. Oui. On revenait sur cela à l'approche du mois de Ramadan. On va juste transiter par une exposition, enfin une conférence sur un livre ayant trait à un révolutionnaire pour rester bien sûr dans toujours la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la révolution avec ce reportage de Amina Batoche. هذا الكتاب احتوى على 3 ملفات أرشيفية وشهادات. الملفات الأرشيفية أولها هو الملف المدرسي. 21 سنة من المسار العلمي، غير أن الرجل اختار أن يلتحق بالجبال. هو مثل حي لرجل مثقف أيضا، ويعني التحق بهذه الثورة وفدى بنفسه من أجل استقلال هذا الوطن. شهيد عبد السلام الخضر بن باديس كان قد انضم إلى حزب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الذي أنشأه فرحات عباس، والذي يعني جمع فيه من التيارات الأخرى حركة الإصلاحية وحركة انتصار الحريات الديمقراطية، والتي انصهرت هذه الحركة في مع جبهة التحرير من أجل يعني الثورة ضد الفرنسيين. الشخصية التي كانت عندها مشوار مهم جدا، يعني كان حب الوطن نفس الشعور التي كانت تسكن في ذهن الشيخ عبد الحميد بن باديس، هذاك بالأفكار وهذاك بالسلاح. ويعني اليوم يعني شيئا فشيئا كان الوالد ربي يرحمه لم كل الوثائق التي تتعلق بمشوار هذا الشيخ عبد السلام بن باديس، الأخضر عبد السلام بن باديس، وسلمها للأستاذ رياض شروانة. وفي نهاية الأمر يعني مستعملها السيد الأستاذ رياض شروانة، وألف كتاب. يعني كاين بعض الأحيان بعض المعلومات ما كانتش عندي أنا، كانت عند الوالد، لكن عرفتها بعد قراءة الكتاب الذي يعني نشره. هذا الكتاب الذي سيكون في مكتبة المتحف لاستغلاله أيضا والتعريف به في هذه المكتبة، مكتبة المتحف للأجيال القادمة خاصة، والمتحف يستقطب العديد من الباحثين والزوار والأكاديميين. كان طبيب العيون أول طبيب عيون Voilà, il y avait la présentation, puis je vous rappelle que la semaine passée, on a reçu l'un des co-auteurs de ce livre, le professeur Allawa Amara, qui est historien, qui a aussi accompagné Riyad Sharouana dans ce livre très intéressant que je vous propose bien de découvrir, parce que bien il nous montre une personnalité que l'on confond toujours avec son oncle. On va parler des notaires. Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup dans nos émissions. C'est vrai, les notaires un peu oubliés, un métier qui n'est pas très médiatisé. Hein, je crois que je ne me suis pas trompé. Oui. Merci d'abord d'être là, monsieur Abdelmoumn Abdelouhab, maître. Voilà, vous êtes notaire à Constantine. Oui. Très bien avec vous, monsieur Fetsi Abdelrahman, qui est aussi notaire. Marhaba bik. Merci d'être là. Alors, d'abord, on va revenir sur ces journées de formation que vous avez encadrées, organisées à l'intention, non pas des notaires, mais des inspecteurs de notaires. C'est ça. Oui. Alors, revenez sur ce... Qu'est-ce que vous avez fait exactement pendant 2 jours? Alors d'abord, je vous remercie et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Canal Algérie, et je vous remercie de nous avoir fait cet honneur, de nous recevoir et à travers nous
notre honorable corporation que nous représentons ici très fièrement. Oui, c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de la corporation, qui est essentielle, parce que quand est-ce qu'on se rend compte que le notaire est indispensable à notre vie, c'est dans les transactions et tout ce qui est papier, tout ce qui s'écrit. Et là, on découvre que les écrits existent depuis 2 siècles, qu'on voit à peu près, voilà, administrativement parlant. Oui, donc c'est vrai que notre corporation est une corporation qui est un peu fermée compte tenu de la spécificité de la fonction qu'elle assure. Oui. Même à travers le monde, c'est comme ça. Et le système algérien, le système notarial algérien, le notariat algérien de façon générale, il s'inspire du notariat français. Il y a même des mauvaises langues, j'allais dire, la Outre-mer qui désigne les notaires comme une caste qui est fermée, fermée au monde extérieur. Mais en fait, c'est un organisme, c'est une corporation, c'est une institution qui est indispensable du moment qu'elle assume et assure des fonctions qui sont en fait des prérogatives régaliennes de l'État. Régalienne de l'État et qui est indispensable à l'État. Donc, c'est l'État qui lui délègue ce pouvoir de rédiger les actes. Rédiger les actes, c'est délivrer l'authenticité. Et l'authenticité, c'est un des attributs de l'État. C'est-à-dire que le notaire, il se substitue par voie de délégation de rédiger et de donner l'aspect authentique aux transactions entre les citoyens. Et il est garant aussi de l'application des lois dans toutes les transactions. Tout à fait. Voilà. C'est un professionnel et un praticien de droit par excellence. C'est un praticien du droit par excellence. Alors d'où l'importance de ce que vous avez fait pendant 3 journées de formation, surtout que le thème c'est le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme. Voilà. Alors ça c'est important. Très très important. Vous savez, le notaire, comme je l'ai dit, s'inscrit toujours dans toutes les démarches et dans toutes les entreprises et les actions initiées par l'État, par les pouvoirs publics. Il ne peut pas s'en démarquer, il ne vit pas en isolement de ce qui se passe. Et surtout en matière de lutte contre cette fameuse infraction, ce crime de blanchiment d'argent, le notaire, qui est mondial, il est impliqué d'une façon direct. Pourquoi? Parce qu'il est en contact permanent avec les transactions qui se rapportent à l'argent. Donc le notaire, même dans l'évaluation nationale des risques, le notaire est classé parmi les secteurs, parce qu'il y a une analyse sectorielle qui se fait par secteur. Il y a une évaluation globale et il y a une analyse sectorielle. Notre domaine du notariat est un des secteurs les plus importants qui est quand même classé moyennement, où le risque est classé moyennement élevé, compte tenu du fait de la nature et le volume des transactions qui passent par le notaire. D'où cette importance accordée par notre institution, bien sûr sous l'égide de l'État et de notre tutelle, qui est le ministère de la Justice et la Chambre nationale des notaires, cette importance, donc je disais, accordée à ce phénomène, et pas seulement, c'est pas uniquement une démarche volontariste, mais nous sommes assujettis de par la loi à observer toutes les mesures de vigilance qu'on va développer peut-être tout au long de l'émission. Alors vous disiez, M. Fetsi Abdelrahman, que c'est un phénomène mondial, il n'est pas propre à l'Algérie. Bien sûr. D'ailleurs, الاتفاقيات الدولية هي اللي نشأت هذا الجهاز تاع الرقابة. هي هناك اتفاقيات دولية واللي راهو مجلس الأمن الدولي يحينها من وقت لآخر. يحين القائمة تاع الناس اللي تحطوا في اللي توضع الاسماء نتاعهم كمستهدفين بالرقابه. مجلس الامن الدولي والجزائر تاخذ هذا عن طريق وزاره الخارجيه تاخذ القائمه وتوضعها في ان سيت واللي هو هذاك لو سيت نقوموا حنا بالاطلاع عليه من حين لاخر من اجل مراقبه هل
الاشخاص او الهيئات اللي موضوعه في القائمه هذيك قامت باعمال لدى موثقين ومن بعد ذلك يكون الدور تاع الاخطار. Alors justement, là, on comprend que c'est quand même quelque chose qui n'est pas individuel, mais c'est un travail qui est pratiquement avec toutes les organisations qui luttent contre le terrorisme, et surtout que l'Algérie a déjà on va dire un passé dans la lutte contre le terrorisme. Là, c'est une autre forme de terrorisme qui peut toucher l'économie nationale. Alors, moi, je me suis rendu, j'ai assisté à très peu de temps dans ces journées de formation, mais voilà ce que j'ai recueilli un peu comme propos dans ces 3 journées de formation destinées aux inspecteurs des notaires. En termes de sécurité juridique, l'acte notarié joue un rôle prépondérant dans la vie économique dans le pays. Nous sommes les garants de la légalité, une légalité classique, j'allais dire, et une légalité matérielle. Pour la légalité classique, c'est dire que l'acte notarié obéit à toutes les règles de droit, qu'il respecte toutes les règles fiscales aussi, mais en matière de légalité, j'allais dire matérielle, c'est que l'acte notarié ne doit pas laisser la porte ouverte à l'entrée de l'argent qui vient de crimes et délits et qui sera blanchi dans le cadre de ces relations d'affaires. Nous sommes en quelque sorte les gatekeepers, nous sommes les gardiens de toute la légalité des opérations et par voie de conséquence, nous sommes tenus à respecter ces normes, à obéir à l'ensemble des règles d'ordre public et de cette manière, nous avons l'obligation de constituer un corps, c'est le corps des inspecteurs qui auront à charge d'inspecter l'ensemble des offices notariaux qui sont un peu de l'ordre de 1000 notaires dans la région de l'Est, un peu plus de 1000 notaires, et par voie de conséquence aider les confrères, tous les confrères, à jouer un rôle, j'allais dire, positif, un rôle qui mène à la lutte réelle contre le blanchiment d'argent en étant un crime qui affecte l'économie nationale et qui affecte aussi la légalité de toutes les transactions qui se font. كاينه منظومه تشريعيه متكامله بدات فيها الجزائر من 2004 الى غايه اليوم، يعني اخر تعديل في 2023. هنا عزت الجزائر من التشريعات لاجل مواجهه هذه الظاهره، واللي هي في الحقيقه ظاهره خطيره جدا على الاقتصاد الوطني وتمس بالاقتصاد الوطني وتمس حتى بكيان الدوله الجزائريه. لذلك لابد من تضافر جميع الجهود بما فيها مرفق التوثيق اللي عنده اهميه بالغه في محاربه هذه الظاهره، لانه شو هو تبييض الاموال؟ تبييض الاموال هو الأموال المتحصلة من جرائم يتم إضفاء الشرعية والمشروعية عليها عن طريق المعاملات، سواء معاملات عقارية أو معاملات تأسيس الشركات أو في مجال إيداعها في البنوك، يعني تصبح شرعية. هذا الأمر يمس بالاقتصاد الوطني وبالتالي يمس بالدولة الجزائرية بحد ذاتها ويمس حتى بالالتزامات الدولية للجزائر. هيئة الرقابة والإشراف هي الغرفة الوطنية للموثقين، عندها آليات من خلال إصدار نظام رقابة وطني. هذا نظام الرقابة يرتب التزامات، طبعا بالإضافة إلى الالتزامات اللي يرتبها ترتبها التشريعات المعنية. هذه الالتزامات واجبة على الموثقين، واجبة على الموثقين على مستوى مكاتبهم. المفتشين التفتيش السنوي يخضعوا لكل المفتشين يخضعوا للتفتيش السنوي لمراقبة مدى التزام مكاتب التوثيق بهذه الإجراءات. Donc on est formé comme des inspecteurs qui vont collaborer et assister les pouvoirs publics dans le cadre de cette mission générale. C'est déjà de connaître l'arsenal juridique, de faire une vulgarisation de cet arsenal juridique et puis d'expliquer les procédures légales et pratiques qu'on doit faire pour lutter justement contre ce fléau.
نكون مكون في هذا خلال 3 ايام لا فورماسيون وهذه لي مكون ان شاء الله بلوتار من كي وسائر الزملاء نوغلانديا غادي نكون المفتشين من الزملاء باش كندين رئيس الغرفه الجهويه ان راح نكون الزملاء ايضا الولايات الاخرى التابعه لغرفه الشرق على غرار غرفه الغرب تكوين كموكن في غرفه زوارنا في غرفه الوسط زوارنا في غرفه الغرب يمكن اقلا سي لي تروازيام يخدمن الدوريه. Voilà, donc c'était les propos des participants, des organisateurs de ces journées de formation. Ce n'est pas les seules journées, donc ça s'est fait à travers tout le territoire national. Et là, on a compris, on comprend mieux qu'il y a une batterie légale qui est là pour protéger, et là, vous êtes pour surveiller son application. C'est un peu ça. Oui, donc alors, pour parler de ce que vous appelez batterie, c'est l'arsenal juridique. Oui, l'arsenal. L'Algérie s'est dotée d'un dispositif juridique très important entre texte législatif, donc alors ordonnance et loi, et décret exécutif. Et ça ne remonte pas à hier, ça remonte à plus de 20 ans. Ça a commencé pratiquement vers le début des années 2000, donc vers 2002, où l'Algérie a commencé, bien sûr, comme vous le savez, l'Algérie a ratifié plusieurs conventions internationales qui se rapportent d'une façon générale au crime organisé. Il y a la Convention des Nations Unies qu'on appelle communément la Convention de Palermo. Il y a la lutte contre la corruption. Bref, il y en a beaucoup. Et dans le même sillage, l'Algérie, bien sûr, l'Algérie est un des membres de la société internationale et à partir du moment où elle ratifie des conventions, elle doit adapter la législation interne, comme on dit dans le jargon juridique, la législation nationale, on doit l'adapter aux engagements internationaux du pays. Donc, on a commencé par la promulgation de la loi 0501, qui est la première loi qui parle d'une façon claire et qui traite de ce problème, de ce phénomène, de ce fléau universel de blanchiment d'argent et du crime organisé. Après, ça a été modifié plusieurs fois. La dernière en date, c'est celle de 2023, qui porte le numéro 2301. Et entre les deux lois, la première loi initiale et son amendement ou sa modification en 2023, il y en a eu beaucoup qui se rapportent, pas spécialement mais à certains aspects des décrets qui traitent à chaque fois, qui prennent en charge à chaque fois un des aspects. Par exemple, la cellule de traitement du renseignement financier, sa création, son fonctionnement. Par exemple, le décret se rapportant à l'obligation de la déclaration de soupçon, sa forme, ses procédures. Il y a beaucoup de décrets qui ont été décrétés, qui ont été promulgués. C'est un pléonasme, un décret qui a été décrété. Donc, et surtout récemment, après l'évaluation de notre pays par le GAFI, le groupe d'action financière, peut-être qu'on en parlera aussi, l'Algérie a un peu, si vous voulez, accéléré la cadence en promulguant d'autres décrets qui traitent d'autres aspects encore plus détaillés. Je pense par exemple, notamment à celui qui se rapporte directement aux journées de formation qu'on vient de faire au niveau de la Chambre régionale, celui qui exhorte, il n'exhorte pas, il oblige ce qui est appelé dans le texte du décret, les organes de contrôle, de régulation et de supervision. C'est-à-dire, en quelque sorte, plus simplement, plus terre à terre, les tutelles de tout un chacun, les différents secteurs. J'entends par secteur que la loi appelle les assujettis. Les assujettis, si vous permettez en langue arabe, c'est l'khadi'in. La loi les appelle les assujettis, c'est-à-dire les gens ou bien les différents acteurs dans la vie économique et sociale qui sont tenus de se soumettre aux règles et qui sont définis clairement dans la loi 0501 et repris par la loi 2301. Nous en sommes un.
nous, les notaires, nous sommes des assujettis. Nous sommes soumis, de par la loi, à observer toutes les règles prudentielles et de contrôle par rapport à tout ce qui se fait au niveau de nos études notariales, nos offices notariaux, en observant ces règles prudentielles, en appliquant ce que le GAFI, le groupe d'action financière, appelle l'approche basée sur le risque. C'est quoi l'approche basée sur le risque? Ça, c'est un concept et c'est une méthodologie préconisée par le GAFI, le groupe d'action financière. Si vous voulez, on en parle encore une fois. Oui, bien sûr. Apparemment, c'est un noyau important dans la démarche. C'est le noyau le plus important. C'est quoi le GAFI? Très, très sommairement, le GAFI est un organisme intergouvernemental qui a été initié par les grands du monde, comme on les appelle dans la littérature journalistique, le G7. C'est suite, ou bien, j'allais dire, à la faveur du développement de la criminalité et surtout l'évolution alarmante du trafic de drogue et des stupéfiants. Donc, le trafic de drogue, des stupéfiants, s'en est suivi. Bien sûr, les produits du crime doivent être légalisés, doivent être introduits, et c'est l'essence même et la définition même du blanchiment d'argent, l'infraction ou le crime du blanchiment d'argent. Donc tous les produits du crime, comme on les appelle en arabe, aidat al-ijramiyya, doivent être intégrés dans le circuit formel et pour justement les blanchir, les rendre propres. Alors qu'à l'origine, ce ne sont pas des fonds et des revenus propres, c'est des revenus sales qui proviennent d'infractions et de crimes qui sont innombrables. On peut pas mais les plus importantes sont connues. C'est par exemple le trafic de drogue, la traite humaine, le crime organisé. Le crime organisé de façon générale, qui sont énumérés dans la Convention des Nations Unies que je viens de citer. Donc, la démarche de la Chambre s'inscrit dans cet ordre. Les notaires, suite à ce décret, sont dans l'obligation, et surtout les organes de régulation, de supervision et de contrôle sont dans l'obligation de mettre en place des programmes au niveau des études notariales pour veiller et déceler par rapport aux clients, qu'ils soient habituels ou occasionnels, leur comportement, s'ils suscitent des comportements qui se rapprochent de cette infraction ou de ce crime-là. Il y a des procédures et d'abord il y a une sensibilisation des notaires par rapport à ce phénomène et quelles sont les mesures à prendre en charge par tous les notaires pour veiller et pour revenir. Alors, c'est quoi l'approche basée sur le risque? L'approche basée sur le risque comporte 4 éléments. Le premier élément, c'est de détecter, d'évaluer, de comprendre et d'atténuer le risque du crime de blanchiment d'argent. Du blanchiment d'argent, voilà. C'est ça le premier. Et cela se fait sur la base d'un certain nombre d'éléments, qu'on peut appeler aussi les indices. Et les indices, c'est une intuition. Oui, la sensibilité du notaire, il reconnaît quand même quel est le bon, le mauvais à peu près au comportement et puis surtout à la démarche. Et d'où l'intérêt de sensibiliser vos confrères. Parce que c'est un peu un travail corporatif avant d'être un travail à l'intention des autres citoyens. Là, c'est vraiment corporatif ce que vous faites. هو من خلال التعامل الموثق مع الزبائن تاعو او العملاء تاع المكتب يتعرف على فئات معينه. هذيك الفئات تلك الفئات سواء فئات اللي عندها معامله دائمه مع نفس مكتب التوثيق وبالتالي راح يتعرف عليهم. تعرف bien sûr s'il y a un client qui revient régulièrement vous l'identifiez, bon ça c'est tout à fait normal. وهناك بعض الزبائن او العملاء اللي يحضروا المكتب التوثيق
في عمليه او اثنين اوكازيونيل il dit alors voilà il dit pour une affaire pour un écrit هنا c'est un peu plus هنا توقع بعض الحدث عند الموثق يعرف هل العمليه اللي راح يقوم بها هي عمليه شرعيه، هل مداخيل مشروعه ام مداخيل فيها شكوك. وإحنا الموثق ما يقدمش تهمه، ربما يقدم. Mais par exemple quand vous avez des suspicions voilà كاين شك là il y a tout un arsenal à faire. هنا بعد هذا الشك الموثق يقوم بالاختار فقط، اختار هيئه bien sûr les services concernés vous attirez l'attention عن طريق آلية معينة. Dans le même ordre d'idée, comme vient de le dire mon confrère, tout ce qu'il vient de développer, il se base sur une idée centrale. C'est quoi cette idée centrale? C'est la connaissance du client, ou ce qui est appelé terminologiquement le KYC, Know Your Customer. Vous devez connaître votre client, le connaître dans le plus petit détail. Et c'est à partir de là, qu'on vient de dire mon confrère, c'est à partir de là que vous commencez à observer votre client. Parce que ce client-là a une habitude, a un profil, il a un patrimoine, c'est vous qui le suivez. Vous êtes le notaire, bon sang. Et le notaire est là vous êtes son notaire. Donc, s'il y a un petit changement dans le train de vie, dans le service sollicité au niveau de l'étude notariale, ça suscite une réaction chez vous. Et ça provoque ce que vous venez de dire, la suspicion, le soupçon. Ce soupçon-là, la loi vous oblige à l'exprimer à travers une procédure qui s'appelle, une technique, un mécanisme qui s'appelle la déclaration de soupçon, qui est adressée à un organisme qui est créé spécialement à cet effet, qui s'appelle la CTRF, la cellule de traitement du renseignement financier, qui est créée principalement et essentiellement pour lutter contre le blanchiment d'argent, bien sûr avec des procédures et tout un décret qui est réservé à cet effet. Enfin, je vous dis merci d'abord parce que le temps qui nous est imparti est terminé. Le sujet très intéressant, même s'il est un peu corporatif, mais il est intéressant parce que les citoyens doivent savoir qu'il y a toute une batterie de lois, un arsenal juridique qui est là pour protéger toutes les transactions. Je vous donne une minute pour le dernier mot. Mais même pas 30 secondes. Alors, d'abord, je ne sais pas si cette minute sera consacrée au remerciement et à la reconnaissance. Non, ne nous remerciez pas. D'accord. Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est que notre corporation est pleinement investie dans ce processus et elle adhère sans réserve. Je le dis, je le répète, sans réserve à cette démarche des pouvoirs publics, et nous n'avons pas le choix parce qu'il y va de la sécurité du système financier de l'État algérien, voire même de la pérennité de l'État. Parce que le crime organisé, le blanchiment d'argent, il commence par menacer le système financier et par voie de conséquence, il touche à tout l'édifice institutionnel de l'État. Voilà. Merci beaucoup. الموثق هو احد العناصر الاساسيه اللي بدات له الدوله كما ذكر من قبل الزميل، بدات له الدوله جزء من صلاحياتها في مجال معين اللي هو العقود واضفاء الرسميه على المعاملات بين الافراد وبين الهيئات وبين الشركات او الشركات فيما بينها. هذا الموثق هذا هو ضابط عمومي، وبالتالي هو جزء من هذه الدولة، وهذه الرقابة اللي تقوم بها الدولة يقوم بها صلاحيات داخله في الصلاحيات تاعو. Tout à fait. هذا هو. Je vous remercie, messieurs. Le sujet est important. Je crois qu'on n'a pas accordé beaucoup de temps, mais peut-être qu'on aura d'autres occasions dans des émissions, dans des plateaux spécialisés, justement. Mais là, on a voulu juste attirer l'attention sur le fait qu'il y a des journées de formation à l'intention des notaires pour justement appliquer cette réglementation qui vise à lutter contre le blanchiment d'argent et les crimes organisés. Voilà, les rentes des crimes organisés.
On arrive à la fin. Merci de nous avoir suivis. J'espère qu'on aura éclairé, bien sûr, toutes vos questions. J'espère. On aura un peu répondu, mais sinon, nos amis notaires sont là pour répondre à toute interrogation qui est là. Je vous dis merci de nous avoir suivis. On se quitte juste, mais je vous retrouve exceptionnellement demain pour un autre Bonjour d'Algérie. Alors soyez au rendez-vous demain à partir de 8h pour un nouveau Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale de Constantine. Merci et au revoir.